Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir chers amis. On n'aura pas les 2 heures habituelles parce que au jeu de cet après-midi, on était totalement pris, emballé même par cette demi-finale somptueuse, cette affiche exceptionnelle, ce match extraordinaire. C'est rarement dans une phase aussi avancée de la compétition, en demi-finale, c'est rare à voir dans les statistiques, mais cela quand même renforce la sensation, la passion et la satisfaction qu'on a eu à assister à un match de ce niveau aussi agréable que riche en buts. Le Paris Saint-Germain, donc, dans un premier temps mené à la marque, a renversé la situation, a longtemps mené même 5-1 et finalement les Parisiens se sont fait rejoindre. Il y a eu donc un relâchement en tout cas et le match a été de toute beauté. Tous ces renversements de situation nous ont valu un spectacle extraordinaire. On en reparlera des années encore. En effet, cet après-midi au Parc des Princes à Paris, le Parc des Princes a été pris de folie, il s'est embrasé comme s'il voulait prendre du feu même en cette demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Après une journée assez paisible d'entente, le Parc des Princes est monté donc en température, bagayo vin chaud d'un seul coup. Aujourd'hui, lors du Paris Saint-Germain-Bayern en demi-finale aller de la Ligue des Champions, avec une mise en scène tout à fait inédite avant l'entrée des joueurs. La Marseillaise en prime qui a été chantée par tout le stade. La chaleur n'est jamais redescendue dans une soirée exceptionnelle, dans une soirée vraiment folle, dans une soirée dingue. Tandis que les 2 virages du parc ont dévoilé des bâches impressionnantes, représentant les Parisiens en soldats napoléoniens, prêts à marcher sur leurs adversaires allemands. L'énorme banderole à la conquête de l'Europe a complété le message. Les Parisiens avaient promis un soutien sans pareil à leur équipe favorite parce que le Paris Saint-Germain vise à réaliser l'exploit, gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions. Comme vous le savez, les Parisiens ont été champions. Le Paris Saint-Germain a été champion d'Europe et en ce moment, il se trouve en demi-finale dans une conjoncture favorable puisque l'équipe paraît en forme et elle a survolé les quarts de finale en battant à l'aller comme au retour l'équipe de Liverpool. Les Paris Saint-Germain, il est vrai, ont toujours eu des difficultés avec le Bayern de Munich, l'un des plus grands clubs d'Europe depuis l'époque des Beckenbauer, des Maier et de tous ces joueurs de Gerd Müller qui ont fait donc la renommée du Bayern de Munich. Dans un décor quasi militaire, annonciateur donc du feu incessant qui allait suivre, de l'ambiance et de la qualité du football, la soirée a pris une dimension encore supérieure lorsqu'une fanfare d'une 60aine de musiciens de la préfecture de police et de la police nationale française, un clin d'œil donc au lien étroit existant entre le Paris Saint-Germain et la police sur la sécurisation du match, la fanfare s'est mise à jouer une musique qui créait l'ambiance et chauffait le public. Star, les étoiles de la guerre, pour préparer la guerre des étoiles sur le terrain. Puis une Marseillaise, l'hymne français, vibrante, une première pour un match du Paris Saint-Germain au Parc. Donc le décor était bien planté, le scénario était bien monté pour porter l'équipe parisienne, le Paris Saint-Germain,
à la sublimation. Entonné par toute l'enceinte dès les premières notes, alors que des feux d'artifice étaient tirés, l'hymne français a donné un caractère presque solennel à l'instant. Le speaker Vincent Rouillette avait peu avant exhorté le public à être à la hauteur d'un match pour la légende, et c'est ainsi que le parc s'est embrasé juste avant le coup d'envoi. Paris Saint-Germain tient à ce que créer ambiance pour que Joyaux réussisse une prestation exceptionnelle et confirmer la montée du Paris Saint-Germain, l'ascension du Paris Saint-Germain comme une des grandes équipes européennes. Donc, un match pour la légende, c'est ainsi que le Parc des Princes s'est véritablement embrasé, même juste avant le coup d'envoi. Malgré l'absence de 80 supporters du groupe Ultra Paris, Paria Cortis, membre du groupe de supporters parisiens, eh bien, groupe qui est suspendu après des violences à l'encontre d'autres supporters parisiens le week-end dernier, le virage d'Auteuil s'est déchaîné dès les premiers instants, puis a géré ses stocks de fumigène au fur et à mesure des buts. Une ambiance donc propre au surpassement. Le Paris Saint-Germain a finalement donc battu le Bayern, mais autour de match somptueux à 9 buts en demi-finale aller de la Ligue des Champions. 9 goals en demi-finale, ça. Le Paris Saint-Germain peut rêver du back-to-back en Ligue des Champions, c'est-à-dire remporter un deuxième titre consécutif sur 2 saisons. Il a pris un petit avantage sur l'ogre allemand au bout d'une rencontre extraordinaire. Ce mardi soir, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le retour à Munich, en Bavière, une ville qui rappelle beaucoup l'histoire d'Haïti en football, eh bien, le retour en Bavière, la capitale de la Bavière, le Land de Bavière, qui a comme chef-lieu principal Munich, eh bien, le retour s'annonce encore plus passionnant. Les deux meilleures équipes d'Europe, pas de doute pour le moment, avaient rendez-vous au Parc des Princes ce soir, ce mardi soir, et absolument personne n'a pu être déçu du spectacle. Même si les Parisiens seront plus heureux que les Bavarois après avoir remporté cette demi-finale aller de la Ligue des Champions 5-4, c'est rare qu'on enregistre un tel résultat à ce stade très avancé, demi-finale de la compétition. Après donc un round d'observation d'une dizaine de minutes, le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich se sont rendus coup pour coup, transformant le match en un prodigieux combat d'une intensité, d'une qualité technique et d'une beauté extraordinaire. Ce sont des matchs qui réconcilient les fanatiques avec le football. Luis Diaz, qui avait déjà traumatisé le Parc des Princes le 4 novembre dernier en phase de ligue en inscrivant un doublé par 2-1 et en blessant gravement Achraf Hakimi, le meneur de jeu parisien, il a allumé donc Luis Diaz les premières mèches. Après avoir provoqué l'avertissement précoce de Marquinhos pour une obsession à la 12e minute de jeu, l'ailier colombien du Bayern a profité d'une remise de Michael Olise pour obtenir un pénalty consécutif à un tacle mal maîtrisé de William Pacho à la 16e minute de jeu. Maïvé Safonov n'a pas fait l'exploit sur la frappe d'Harry Kane qui a inscrit son 13e but de la saison en Ligue des Champions. Le Bayern donc menait 1-0 à la 17e minute de jeu. Mais le gardien russe en a réussi un 3 minutes plus tard face à Olise qui s'est présenté seul face à lui. De l'autre côté du terrain, Ousmane Dembélé a manqué son 1 contre 1 avec Manuel Neuer en frappant largement trop à droite à la 23e minute de jeu. Puis le match a basculé dans l'irrationnel, une fournette, et quand Kavici Kvaratskhelia, l'avant-centre de Paris Saint-Germain, s'est mis en action. Lancé sur la gauche, le Géorgien s'est joué de Josip Stanisic pour entrer dans l'axe et égaliser d'une nouvelle frappe enroulée du pied droit. On était à la 24e minute de jeu, c'était 1-1. Et après 2 rushs étourdissants d'Olise, puis de Désiré Doué, la même minute, 32e minute de jeu, c'est le petit Joao Neves qui s'est envolé plus haut que tout le monde, 1,74 m seulement,
alors qu'au bon géant en la défense là, il s'est envolé plus haut que tout le monde sur un corner de Dembélé pour donner l'avantage au PSG. On joue à 2-1. Mais puisque Olise était dans un très grand soir, il fallait bien qu'il marque et l'international français s'en est chargé avant la pause, avant la mi-temps, d'une frappe plein axe sous la barre et le score montait à 2-2, 41e minute de jeu. Il n'était pas encore temps de rentrer au vestiaire. Son coéquipier en équipe de France et Ballon d'Or en titre est allé chercher un penalty en centrant sur le bras d'Alphonso Davies, le Canadien. Il l'a transformé lui-même 3-2. Le Paris Saint-Germain menait donc à la 45e minute, à la mi-temps, sur le score de 3-2. C'était pour clôturer une plus belle période, la plus belle période de la Ligue des Champions, pas de doute, dans toute match en Europe. Semaine et saison ça, eh bien, premier mi-temps ça fait rêver. Et certainement, ce sont 45 minutes qui vont passer à l'histoire. En seconde, à rivaliser, génial et haletante, on a d'abord cru que les joueurs de Luis Enrique du Paris Saint-Germain, avec une réussite maximale, prenaient le large et un ticket pour la finale. L'incontournable avant-centre Kvaratskhelia a marqué un doublé sur un centre en retrait d'Hatimi. Le Paris Saint-Germain menait 4-2 à la 56e minute de jeu. On pensait donc que Paris se lançait vers une victoire confortable avec une avance qui leur donnerait pratiquement une moitié du terrain pour la qualification. Mais 2 minutes plus tard, avant que Dembélé, lancé par Doué, ne frappe entre les jambes de son de Dayo, un peu mécano pour tromper Neuer. Le ballon ayant heurté le poteau avant d'entrer dans les buts. Cela se passait à la 58e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain semblait avoir scellé le sort du match et même de ces demi-finales, puisque le Paris Saint-Germain menait à ce moment-là à la 58e minute de jeu, donc presque à l'heure de jeu, 5-2. Mais les Allemands n'ont pas mis longtemps à réagir. Joshua Kimmich a réduit le score sur un coup franc que le défenseur de la sélection française. Donc, ça faisait 5-3 à la 65e minute de jeu. Puis Luis Diaz a confirmé son statut de bourreau du Paris Saint-Germain. Trouvé dans le dos des Marquinhos, l'intenable ailier s'est amusé du Brésilien avant de tremper Safonov, petit filet opposé. Donc, match 5-4, toujours en faveur des Parisiens. On jouait donc encore, il y avait encore 22 minutes à jouer puisque ce but allemand a été inscrit à la 68e minute de jeu. Mais il y a plusieurs de buts ensuite, mais des événements notables. Seni Mayoulou a trouvé l'équerre et Hakimi a dû sortir du terrain, blessé avant que William Pacho ne sauve le Paris Saint-Germain sur sa ligne. Le Bayern a failli donc revenir à égalité 5-5. La présence du latéral marocain semble compromise pour le match retour mercredi prochain en Bavière. En Bavière, le Land, le territoire du Bayern de Munich, où ce sera encore très chaud pour le Paris Saint-Germain. La route vers une nouvelle finale est à ce prix, mais elle reste tout incertaine. 4 buts marqués, certainement si le Parisien arrive à arracher un match germanique, donc sur le terrain du Bayern, ils seront qualifiés. Mais en cas de victoire, par le plus petit des scores, puisque 5-4, ça fait 4 buts marqués par les Parisiens. Le joueur, donc, Olise a volé. Il était attendu comme l'un des grands hommes de cette confrontation des demi-finales, au cœur d'une saison allemande européenne qu'il survole de son talent. Michael Olise n'est pas passé à côté de l'événement. L'ailier droit du Bayern a fait peu près ce qu'il a voulu sur son côté droit, maintenant malmenant Nuno Mendes, qui a pourtant vu d'autres en plusieurs séquences. Sa première période donc a été un chef-d'œuvre. L'international français, qui a ligne 15 sélections, a perdu son premier duel avec Sofonov à la 20e minute de jeu, puis a marqué un but sublime d'un tir sous la barre transversale
Il a ensuite offert un festival technique dans la surface et trouvé plusieurs passes magiques pour ses coéquipiers en profondeur. Un match donc qu'il a joué en véritable patron. Le match Paris Saint-Germain-Bayern est le premier match de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir vu 5 buts marqués en une seule mi-temps. Le Paris Saint-Germain est la première équipe à inscrire 3 buts à ce stade avant la pause depuis le Real Madrid en 2014. Justement, en 2014, Real Madrid a reçu une victoire pour une différence de but au débat de Bayern de Munich. Real Madrid a battu Bayern 4-0. Sa première période a été donc un chef-d'œuvre. L'international français, qui a mis 15 sélections, a perdu son premier duel avec Safonov à la 20e minute de jeu, puis a marqué un but sublime d'un tir sur la barre transversale à la 41e minute de jeu. Et puis, ils refont un véritable festival technique dans la surface de réparation. Il a trouvé plusieurs passes magiques pour couper en profondeur un match de patron. C'est dans toute l'Europe et même dans le monde entier, au sein de du football, qu'on parle donc de cette confrontation véritablement magique du Paris Saint-Germain et du Bayern de Munich, un bagaille que les fanatiques n'ont pas prêt pour oublier. Cela chauffera encore plus lors du match retour, puisque c'est le Paris Saint-Germain qui se déplacera sur le terrain de Munich pour aller défier le Bayern de Munich et tenter de confirmer son avance de l'aller pour se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs. Les Parisiens rêvent de réussir la passe de 2, c'est-à-dire une deuxième victoire, 2 années de suite, une deuxième victoire, 2 victoires consécutives en Ligue des Champions, et en tout cas affaire à suivre. Et certainement toute cette semaine, on ne manquera pas d'analyser, de revoir et surtout d'attendre un autre match lors de la série de retour, un match vraiment d'enfer. En tout cas, on espère que ce sera tout aussi splendide que le match aller joué donc ce soir à Paris et gagné de justesse par le Paris Saint-Germain 5-4, alors que le Paris Saint-Germain menait 5-1 ou que le Bayern avait ouvert le score 1-0. Il y a eu donc des rebondissements, des renversements de situation tout au long de ce match, ce qui a, surtout en première mi-temps, ce qui a certainement fait grand plaisir aux spectateurs. Les Allemands probablement préparent une grande fête également. Paris Saint-Germain était pour une couleur patriotique, hymne national, drapeau français. En tout cas, tout ça gagné pour encourager tout le monde pousser l'équipe là devant Bayern. Maintenant, ce sont aux Allemands, habitués de ce genre de rendez-vous, au sommet de l'Europe depuis des années. Le Bayern de Munich attend donc, le Paris Saint-Germain sur son mythique stadium. D'autre part, l'actualité sur le plan international, la Coupe du Monde approche, mais les inquiétudes augmentent. La Coupe du Monde approche, mais les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Les nouvelles surtout de blessures. Du 11 juin au 19 juillet, 48 pays, 48 nations se retrouveront aux États-Unis, au Canada, au Mexique pour la 23e édition du mondial. Une première dans ce format élargi. Mais à l'approche du tournoi, la crainte des blessures s'intensifie et plusieurs sélections commencent déjà à perdre des éléments importants. Le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, je dis, a gagné ce match 5-2. En tout cas, on attend beaucoup. Et on attend beaucoup on attend enfin de bonnes nouvelles, que cette série de blessures s'arrête, car la plupart des équipes en souffrent. Eh bien, tout le monde attend que Spayo pral changer et que Mounio a rétabli à temps. Joueur qui blessé, il y a bien temps rétabli, même si nous connaissons arrière central brésilien et pas préfet. Mbappé continue de passer des examens. On pense qu'il n'y a pas de danger. Pas de danger, c'est vrai, mais il n'y a pas entraîné. Pas de danger jusqu'à présent, mais il n'y a pas entraîné. Il n'y a pas au meilleur de sa forme. Il y a un manque de rythme. En pile, un problème et l'histoire football là.
Donc, la Ligue des Champions, c'est un avant-goût de ce que la fièvre qui traversera les États-Unis à l'occasion de cette Coupe du Monde. Donc, n'a suivre. En tout cas, il y a toujours des inquiétudes concernant Mbappé. Une surcharge musculaire, c'est ce qu'on sait du problème physique de Mbappé. Comme vous le savez, samedi dernier, il était sorti sous blessure lors du match Betis-Real Madrid. Éliminé de la Ligue des Champions, le Real a une semaine pour préparer son premier match de Liga face à l'Espagnol. Mais probablement, Mbappé ne pourra pas jouer d'autres matchs dans la saison. Il a probablement quitté le haut repos et dans l'espoir que la rétablir à temps pour la Coupe du monde de football. D'autant que Mbappé a été très sévère vis-à-vis de moun qui occupé santé jouer au Real Madrid. Il dit carrément, il demande des permissions pour désormais c'est moun qui te connaît en France. C'est vrai, la France est très avancée en matière de médecine du football, en matière de médecine du sport. C'est le seul pays qui a une spécialité même en dans médecine du sport là, il y a une spécialité de médecine du football. Et pendant longtemps, Lyon, l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, était considéré comme le centre mondial de la médecine du football. Et c'est justement pour cette raison qu'à un moment donné, la FHF avait choisi, avait voulu, avait tout fait pour que Coventina puisse signer en euros. Coventina avait tendance à être blessé et ses récupérations prenaient du temps. Ses blessures duraient beaucoup. Les problèmes des blessures, surtout musculaires. Donc, quand l'occasion s'est présentée, les contacts ont été pris d'un côté par la direction de la fédération avec l'hôpital Édouard Herriot et d'un autre côté par l'entraîneur Marc Cola avec Lyon. On voulait donc que Coventina soit mieux protégé, soit bien protégé et ainsi pouvoir recevoir des soins de première qualité pour que le calme une carrière parce que Lyon pas d'un côté qui plus avancé que eux en matière de médecine du football. Il était gagné un professeur génétique, bah connaît pour qu'on a étudié celui qui était là ou un professeur Guillet qui était le chirurgien qui opérait. Il y avait Jean-Marc et il y avait Jean-Marc également qui était médecin de l'équipe de France qui était là. Il y avait même une dame qui était une sommité en matière de médecine du football. Elle s'appelait Elisabeth Brunner-Gage et sans compter toute une équipe qui s'occupait de médecine du football. Les premiers ministres, les premières opérations, ligaments, c'est souvent le lien qu'on fait pour y réussir. Et comme Coventina avait tendance à être blessé, avait des problèmes de santé, tout effort fédération était fait, c'est pour elle qu'elle t'a bien que les Léa, il était finalé, ils ont fait essai, ils ont dit qu'il y a obtenu mal, ensuite, bon, par la suite, on connaît plan fédération changé, ils ont plutôt à Reims, probablement pour ne pas payer frais de transfert, parce que à Reims, ils ont un statut urgent, et s'il sortit à Reims, donc long club français, pour la long club français, pas un cob qui peut te payer, alors il pas de pardon, il pas de cob pour te payer à Haïti, parce que c'est le club français le sorti, là l'autre club français, comme ça, espoir de club qu'en Haïti, t'es 0, puisque c'est pas de Haïti il sorti là la Lyon, c'est en France même il sorti là la Lyon. Négocie contre tout ça pour faire. En tout cas, de toute façon, Barry a bataille donc pour une bagaille. Une surcharge musculaire, c'est ce qui sert du problème physique de Mbappé, qui était sorti blessé le week-end dernier lors du match entre Betis de Séville et Real Madrid. Et en ce moment, on sait que des examens ont été effectués pour Kylian Mbappé hier, des examens très, très poussés. Eh bien, on en sait plus maintenant sur la blessure de Mbappé qui était sorti en fin de match face aux Betis de Séville. Selon un journaliste espagnol, l'examen passé par Kylian Mbappé depuis samedi et répété hier lundi au lendemain de sa sortie prématurée face à Betis en championnat espagnol n'ont rien révélé de grave, mais le buteur du Real Madrid doit encore passer d'autres examens. Il passé URM qui dit que le pas grave hier, mais je pense qu'il faut faire plus d'analyse
De temps que Mbappé, un petit genre méfiant, il dit carrément, pas carrément que mon Real Madrid, c'est eux qui soit il encore, même s'il démentit le fait que le docteur a été consulté genou gauche, alors que c'est le genou droite qui était malade. Ça, même, c'est son blague pour dénigrer l'équipe médicale Real là, qui est de premier niveau. Mais surtout, si mon est malade dans le genou gauche, et puis il dit allemand et droite là, c'est Mbappé qui d'accord, parce que ou qu'on a qui est malade, si on met dans pièce facile pour dire docteur, ou parler espagnol, on dit docteur non, et pas là, me sentir douleur. C'est là, il a besoin de faire. Son moyen pour dénigrer ou pour le arriver à conclusion qu'il veut livrer peut-être ce docteur la Kaili, docteur que connaît en France, docteur qui est dans Paris Saint-Germain, qui était Paris Saint-Germain, donc qui peut soigner. En tout cas, la fin de saison paraît difficile pour Kylian Mbappé, à l'image d'un Real Madrid sans éclat qui termine la saison avec une série de résultats pas du tout satisfaisants. L'attaquant français donc du Real marque le pas après une première partie de la saison, pourtant très réussie sur le plan personnel. Déjà handicapé par une blessure au genou au mois de mars, l'attaquant français a demandé à sortir vendredi soir lors du déplacement du Real Madrid sur le terrain de Betis de Séville, où les Madrilènes ont été tenus en échec. On fait match un peu partout, sans doute pour dire adieu au titre de champion d'Espagne. De toute façon, le capitaine de l'équipe de France a stoppé sa course au moment du match, à la 80e minute de jeu, et a demandé à son entraîneur Alvaro Arbeloa de le remplacer avant la fin de la rencontre, sans blessure apparente ni coup reçu. Grimaçant, il a cédé sa place au jeune espagnol Gonzalo Garcia avant que son équipe ne se fasse reprendre dans le temps additionnel. Le Real a conservé, donc a concédé le match nul. Il avait des douleurs et nous espérons que cela évoluera au mieux dans les prochains jours. Mais probablement, ce sont les Français qui devront, lorsqu'ils l'évalueront en vue de la Coupe du Monde, qui pourront dire exactement quel danger court Mbappé. Est-ce que la temps reprendre? Non, pratiquement le pas temps jouer pour Real parce que yo croit le pas temps refaire. Par contre, estimé que le cas prêt pour jouer avec l'équipe de France. Mais sur chaque saison, avec pile compétition FIFA, avec UEFA qui fait jouer presque chaque 3 jours, sur chaque fatigue là a empêché le joueur tout à fait reprendre. Et c'est surcharge ça qui est principale crainte. D'autant que la Coupe du Monde, pour la première fois, va durer plus d'1 mois. Ça veut dire que les joueurs vont jouer en pile match, à 48 équipes, pour gagner en pile match. Les joueurs déjà sur une saison longue, il y a longtemps, ils ont gagné 2 mois, 3 mois pour préparer la phase finale de Coupe du Monde. Maintenant, il y a pas peine quelques 3 semaines à 4 semaines, et les joueurs déjà fatigués, ils n'ont pas de temps. Il n'y a pas de temps rafraîchir, il n'y a pas de temps relancer pour venir frais et pour aller commencer une compétition. Généralement en mai, juin, en général en mai, championnat fini, juin, joueurs entrer en vacances, mais là, ils risqué à le faire en juin jusqu'au juillet, eh bien, ils risqué pas même un temps et avoir une saison très longue, et c'est pourquoi les syndicats des joueurs et qui est très actif, a protesté contre allongement saison, contre le nombre de matchs qui ont crasé et santé joueurs. Les joueurs qui joué chaque 3 jours, public l'a demandé pour là, fanatiques ont souhaité que là, et ils n'ont pas qu'à mettre au repos trop pour pas baisser les résultats équipe là. Chaque match qui ont demandé, les joueurs les plus, mon Vinicius, sont bagaille très grave. Nous, ouais, joueurs ont été blessés longtemps, mais qu'on y a une blessé souvent, et ce n'est pas des blessures côté au point choc, quand on l'a frappé, c'est souvent surcharge de travail qui fait qu'on cède. En tout cas, on se rappelle Mbappé, samedi dernier, il faisait des grimaces, il a cédé sa place au jeune Gonzalo Garcia, et nous espérons que, d'ailleurs, il était remettre Real Gol là, il avait des douleurs, et tout le monde espérait que cela évoluera au mieux dans les prochains jours, car le mondial n'est pas trop loin. L'Algérie, pour sa part, un autre pays qualifié pour la Coupe du Monde, a enregistré un forfait. Ces nouvelles, ça, qu'a
fait un pile moun inquiet. Deuxièmement, pour l'équipe yo pas décimé. Pour meilleur joueur, c'est plus sollicité la saison qui joue en plus pour meilleur joueur, pas arriver en Coupe du Monde fatigué. Avec fatigue là, il a blessé, mais avec fatigue là, rendement il a baissé. En tout cas, l'Algérie, malheureusement, est perdu jouer ça gardien de but. Victime d'une blessure à l'épaule, à l'entraînement il y a une dizaine de jours, Anthony Mandrea va se faire opérer. Le portier algérien qui est âgé de 29 ans, donc qui est au sommet de l'âge idéal pour un gardien de but, est ainsi officiellement forfait pour la Coupe du Monde 2026. C'est son entraîneur à Caen, Gaël Clichy, qui a annoncé la triste nouvelle. L'Algérie perdu gardien titulaire. Anthony Mandrea doit se faire opérer demain. La saison est donc terminée pour lui. C'est terminé également pour la Coupe du Monde. Il a accepté quelque part. Il n'y a pas grand-chose à faire, à confier le coach de joueur, disant c'est dommage, nous perdons un gardien d'expérience. D'autre part, un autre grand blessé, c'était peut-être sa dernière Coupe du Monde, à son âge, à 40 ans, eh bien, lui blessé tout, et il n'y a pas qu'on ait détail sur ça. Luka Modric, on sait, a mené la Croatie à d'excellents résultats sur le plan mondial. Il a été même Ballon d'Or en 2018. Luka Modric donc, est sorti également sur blessure avant-hier face à la Juventus. Le match était terminé sur le score 0-0. Et selon les premières informations, selon son club, l'AC Milan, il est victime d'une fracture de la pommette gauche. À 40 ans, le Croate va devoir se faire opérer à un mois et demi de la Coupe du Monde. Tête fait mal, la prière pour le reprendre, parce que non seulement, même les reprendre, mais rééducation, pas senti douleur. Surtout son joueur très engagé dans le milieu de terrain, tête chargée. Donc, d'autre part, Luka Modric va devoir donc se faire opérer de la pommette gauche après avoir été victime d'une fracture dimanche dernier lors du derby entre Milan AC et la Juventus. Pris dans un choc avec Manuel Locatelli, le milieu de terrain milanais a dû sortir à la 80e minute de jeu et pourrait ne plus rejouer avec Milan AC cette saison. Espérons qu'il sera un artiste de ce genre. Faites-nous vivre là, faites-nous gagner dans la Coupe du Monde là. Nous souhaitons que M. a refait pour jouer Coupe du Monde là et ce serait peut-être l'occasion de faire de grands adieux. À 40 ans, c'est vrai, grand monde en forme, l'a joué bien, puis c'est presque à 37 ans, il était sorti dans Real, là, il est Milan AC, c'est-à-dire donc c'est un joueur de très grande qualité. Espérons qu'il se rétablisse à temps pour nous une belle Coupe du Monde. Il s'agit d'un vrai coup dur pour Milan, puisque Modric a disputé 33 des 34 matchs du Milan AC cette saison en Série A, alors que les joueurs de Massimiliano Allegri doivent encore mesurer leur place, assurer leur place en Ligue des Champions la saison prochaine. L'international croate, qui a joué 196 fois pour la sélection de Croatie, va lui se concentrer sur sa rééducation afin de participer à la 5e Coupe du Monde de sa carrière. Espérons que le reprenne, parce que le joueur a fait tellement de sacrifices, il doit dire adieu la carrière, donc on espérait que le refait, que le font belle Coupe du Monde. Il s'agit donc d'un coup dur pour Milan AC. Selon une agence de presse, il devait être remis pour la compétition, il devait être opérationnel, quitte à porter un masque de protection. C'est ce qu'a précisé une source ayant connaissance du dossier à une agence de presse. 8 ans après sa finale perdue contre la France et en Russie par 4-2, le Ballon d'Or 2018, Luka Modric, reste à 40 ans passés un cadre de la Croatie pour laquelle il a joué tous les matchs depuis l'Euro 84. Il vit une deuxième jeunesse. Espérons que tout ça, capable balle. Et puis, laissons un petit peu le football et la Coupe du Monde, même si nous avons retourné avec d'autres informations en fin d'émission. En pile, mon en Haïti, longtemps, les pays étaient plus ou moins bons. Là, il n'y a pas de danger. Il y a un mec qui marche chaque jour. Il y a un mec qui fait gros tout pays chaque jour
pour yo essayer kembe santé yo. Mais nous joignons nèg qui bat un record là, m'pa connaît en pile grand monde qu'a fait. C'est un Italien qui s'appelle Giuseppe D'Amato. C'est le nouveau record du monde des plus de 90 ans en marathon. J'ai commencé la course à pied, très grand monde. Il était 72 ans, il a commencé à prendre courir. Eh bien, au mois d'avril, l'Italien Giuseppe D'Amato, ancien poseur de mosaïque, a explosé le record du monde des plus de 90 ans du marathon. Donc, n'est Port-au-Prince, pas trop tard, quel que soit l'âge, nous, pour essayer de maintenir santé à prolonger vie, nous, puisque il remporté à 80 ans, il remporté en 4h30 minutes. Et record là, du monde là, pour un jeune, c'est 2h12, 2h11. Monsieur fait en 4h30. Il fait 42 km marathon hein, en 4h30. Il enchaîne avec celui du semi-marathon une semaine plus tard. Pas mal pour quelqu'un qui s'est mis à courir très tardivement. On dit nous déjà, ça a 72 ans que monsieur commence à courir. À 72 ans, après avoir été renversé sous motocyclette par une voiture, j'ai eu des problèmes à la colonne vertébrale, pardon, et j'ai risqué la paralysie. Ma femme a dit stop et c'est comme ça que je me suis mis à la course à pied, pour commencer à courir. Mon sport de prédilection a toujours été le cyclisme. À l'âge de 15 ans, j'ai construit ma bicyclette pièce par pièce, achetée avec les pourboires de mon petit boulot de livreur. Et les livrés manger en côté, il y a toujours ben moins pourboire avec comme pourboire là, moins avec comme pourboire là, moins commencer bécane moins. J'ai la chance d'avoir un physique qui récupère bien. Quand j'avais 20 ans, 92 ans, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un aller-retour entre Turin et Naples, parce que monsieur sont italiens, en seulement 9 jours. J'ai d'ailleurs couru en amateur. Je m'entraînais avec quelques professionnels originaires de la région de Piémont j'ai même été autour de France. Mais je ne pouvais pas mener une vie d'athlète car je bossais 12 heures de travail. Je travaillais 12 heures par jour comme poseur de mosaïque. Eux avaient certes plus de talent, mais ils bénéficiaient du soutien financier de leur famille. En course à pied, j'avais seulement parcouru un marathon entre Turin et Asti d'environ 60 km à pied à la suite d'un pari avec des copains. J'ai donc couru mon premier marathon en 3h40, mes amis. À 72 ans, j'ai été opéré par des clubs de mon quartier et c'est comme ça que j'ai pris une licence. Depuis, j'en ai fait une grosse quinzaine ainsi qu'une vingtaine de semi-marathons. J'ai toujours été fasciné par les sports exigeants. Par exemple, je ne participe pas volontiers aux 10 km qu'on me conseille de faire compte tenu de mon âge. Je privilégie les longues distances, pas parce que j'ai bon physique, mais parce que la tête compte plus que le corps à mon âge. Et moi, j'ai green time sous ça. Je vois au cimetière en courant 19 km aller-retour. Je vais au cimetière en courant 19 km aller-retour. Je n'aime plus rouler en voiture. Je me déplace à pied partout. Je suis veuf depuis presque 20 ans. Je vais au cimetière en courant aller sur la tombe de ma femme. Ça fait 19 km aller-retour. Ah, M. Gengevrine, monsieur. J'allie ainsi l'utile à l'agréable. Je mange de tout sauf du pain, puisque 2 ou 3 ans, je ne suis jamais servi un verre de vin à table. Mais je ne refuse pas un petit jus, mais quand mes copains me la servent. Et mon petit déjeuner, je la consomme au bar, un café avec 2 biscuits et farine maïs. Surtout, je consomme de 5 à 8 grammes de fruits par semaine, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est bien le cas. Déjà, tous les jours, je prends un jus d'orange pressé et puis des pommes cuites que je mélange aux bananes. Ça donne des sortes de compotes. C'est mon petit-fils qui m'a parlé du record du monde du marathon, over 90 ans. Il m'a dit, tu peux le battre en lui permettant de t'arrêter prendre un café au bar et papoter.
En tout cas, c'est mon petit-fils qui m'a parlé du record du marathon et là, je me suis lancé. Un record. Je n'avais jamais participé à une course en dehors de Turin et ses alentours. Le contexte était donc nouveau à Milan, avec un monde fou. Je dors rarement la veille des marathons et pour la première fois, j'ai pris des gouttes pour dormir sans que ça ne fonctionne vraiment. D'ailleurs, finalement, la seule chose importante, c'est d'avoir des chaussures adéquates pour la position du pied, même si j'ai établi un record d'Italie du semi-marathon en courant avec les chaussures que j'utilise pour jouer au tennis. En tout cas, long pays qui permettent de faire sport, permettent de monsieur à battre les records. Peut-être s'il était plus jeune, s'il était fait sport plus jeune, il est arrivé plus loin, mais la persévérance à ce niveau, le courage pour faire. L'idole pas jamais prend machine, c'est à pied levé. Et je crois que on est qui était ma soeur, l'aigle noir, nous les Anol, il était ma soeur l'antigresse tout. Je ne sais pas c'est même le moyen, le préféré marcher à pied ou rarement sous bicyclette pour le capable de physique l'enfant. Dommage, et Arnold nous a laissé il y a pas longtemps, en novembre dernier, à l'âge de 82 ans. Il aura servi, peut-être s'il était en plus soin dans le pays côté qui plus mon cap barali, il était capable de payer. En tout cas, il a établi ce record, ce Antonio Garo, eh bien, monsieur son nègre extraordinaire. A signalé je n'avais jamais participé à une course en dehors de Turin où il résout et ses alentours. Le concept était donc nouveau à Milan, avec un monde fou. Je dors rarement bien la veille des marathons et pour la première fois, j'ai pris des gouttes pour dormir. Mon neveu et mon petit-neveu ont couru avec moi et m'ont dicté les temps de passage. C'était une nouveauté car je courais mal malgré les bons temps obtenus. J'ai toujours estimé qu'il fallait tout donner tout de suite en faisant les 25 chronomètres, les 25 premiers kilomètres. J'ai beau être un peu gaga, je sais très bien que ce n'est pas la manière idéale. Donc cette fois, les chronos des 2 premiers kilomètres ont été presque identiques à ceux des 2 derniers et j'ai fini le marathon en 4h30. J'étais mort de fatigue, mais j'ai ressenti un mélange d'immense satisfaction et d'émotion car à 90 ans, c'était un moment de bonheur que je n'ai connu dans aucune autre circonstance, sportive, même dans ma vie tout court. Je vais continuer à passer les visites médicales, mais je ne sais pas si je continuerai longtemps à faire des courses quand je me rendrai compte que je suis pathétique, je m'arrêterai. Mais m'a continuer, car là, ça, vraiment, il faut du courage, il faut des sacrifices. Mon premier record homologué était de 3h48. Je décline progressivement depuis 18 ans, mais je m'a baissé depuis quelques années, mais je ne suis pas écoulé à Milan. Je ne jamais tombé dans le marathon. Si là-bas, j'étais un illustre inconnu, en démarrant loin derrière et en perdant du coup quelques minutes, une semaine plus tard, au semi-marathon de Turin, je suis 7 fois parti en première ligne, comme ceux qui sont en quête des records. On m'a protégé avec 3 gaillards autour de moi, 3 jeunes autour de moi, mais car les meilleurs, comme les Kenyans, partent à fond et le risque pour moi, c'est la chute, comme grand monde ne pas voulait tomber. En tout cas, c'est un exemple à suivre. La nous peut-être, il y a des gens qui te fait genre de baïsayo de plus en plus avec détérioration situation en pays. Et puis la diminution de la passion, de l'amour du sport dans le pays, eh bien, nous de moins en moins, nous lever le matin à courir en Katia. J'ai fait 2h07, un autre record du monde. Je vais continuer à passer les visites médicales, mais je ne sais pas si je continuerai longtemps à faire des courses. Quand je me rendrai compte que je suis pathétique, je m'arrêterai. J'espère juste pouvoir marcher, continuer à bouger le plus longtemps possible. Mon père est mort à 102 ans, lucide mentalement et avec de bonnes jambes. J'espère vivre autant, si ce n'est plus que lui. 3 de mes frères ont atteint 99 ans, bien que c'est donc génétique chez moi. André Ozanne, âgé de lorsqu'il avait 80 ans, il avait couru une centaine de marathons
au compteur, dont 55 en moins de 3 heures. Je dois avoir vraiment sûrement moins doué, sûrement un bon jeune. Âgé aujourd'hui de 80 ans, pardon, André Ozan a signé un chrono de 3h30 en novembre dernier sur le marathon de la Boule des 42 km 195, c'est distance marathon. Hein. Le joueur a d'ailleurs couru plus d'une centaine et ne compte pas s'arrêter. J'ai commencé la course à pied en 78 et puis, donc, je continue à faire. En tout cas, des marathons, j'en ai couru une centaine, dont 55 en moins de 3 heures. Mon meilleur chrono a été réalisé à l'âge de 48 ans, en 93. N'a suivi, monsieur ça. Vraiment, ça a encouragé l'autre grand monde pareil, il souhait photo. On a demandé monsieur pas même camper. Mais malheureusement, il continuait, et c'est sa passion. À côté des courses sur route, je me suis aussi testé sur des traits en montagne, le plus souvent des 50 à 55 km, comme celui de Vinemal à Cauterets, dans les Pyrénées. Je n'ai jamais tenté de très longues distances. Habitant en Gironde, ce n'était pas ma spécialité. J'ai quand même bon en montée. Et en descente, je souffrais, je n'avais pas le niveau pour aller vite, mais je me suis fait plaisir. Je suis un peu devenu une vedette. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. En 2025, j'ai couru 16 courses, du cross au marathon en passant par des semis et des 10 ou 18 km. Fin mars dernier, j'étais engagé au championnat de France. J'ai couru ce marathon en 3h37, ce qui m'a permis d'être sacré dans ma catégorie. Suite à cette performance, j'ai eu quelques sollicitations. Mon téléphone a sonné un peu plus que d'habitude. J'ai surtout été surpris par toutes les publications sur les réseaux sociaux. Je suis un peu devenu une vedette. Je ne m'y attendais pas du tout car moi, je n'ai rien changé. Ces résultats sont dans la continuité de ce que je fais à l'entraînement depuis des années et m'a continué à courir tant que je me sentis courage. Et puis, je remarque désormais le regard des autres. Je vois dans les yeux qu'ils sont admiratifs. Pendant les courses, ils m'encouragent et me félicitent. Dans une région, on croise souvent les mêmes personnes, donc à force, je suis reconnu. Au bord des routes aussi, j'ai droit à des applaudissements, ça motive carrément. Ma femme, qui est âgée de 77 ans, a elle aussi couru le marathon, un marathon dernièrement. Elle aurait dû mettre un peu moins de 5 heures, mais elle était blessée à une cuisse et a mis 5h45. Elle tenait à finir. Il nous arrive de partir nous entraîner ensemble. Ma femme, qui est âgée de 77 ans, et moi, j'ai effectué l'échauffement en commun. Ensuite, chacun file à son propre rythme. On se programme 5 sessions par semaine, dont 2 spécifiques sur la piste avec le club, le mardi et le jeudi. À mon âge, je prends toujours autant de plaisir. Nos deux filles âgées de 54 ans et 48 ans suivent un peu mes aventures et sont fiers de nous. Malgré cet enchaînement de courses, donc je suis en forme, mon corps tient bon le coup et il récupère assez vite. Je dois avoir de bons gènes. Après un marathon le dimanche, je me remets à trottiner le mardi. En 40 ans, je n'ai pas connu de blessures particulières, des petites tensions parfois, évidemment, mais rien de quoi me handicaper plusieurs mois. Je n'ai d'ailleurs jamais abandonné une épreuve. La nutrition est importante, mais elle ne m'obsède pas. Je n'ai jamais fait de régime et je me régale avec la cuisine de ma femme qui correspond parfaitement à mes besoins et je ne prends aucun médicament ni complément alimentaire. Je devais faire un peu de renforcement musculaire et de yoga, mais j'avoue que je n'en fais pas. J'ai un peu de mal avec les assouplissements. Avant une course, je ne change pas mes habitudes alimentaires, même si je me concentre sur les féculents, de la viande blanche et des fruits. Je devais faire un peu de renforcement musculaire et de yoga, mais j'avoue, en tout cas, voilà un monde qui a un exemple et de courage, de persévérance et d'assiduité, en tout cas. Avec ma femme, pour terminer, nous sommes inscrits au prochain marathon de Paris et dans la foulée, début mai, les championnats de France sont programmés pas loin de chez nous, dans le Gironde. Grâce à mon chrono récent, grâce au temps réalisé récemment, je suis qualifié. Donc, j'y serai pour défendre mon titre
que je détiens depuis 3 ans. Et si demain je ne peux plus courir, il est évident que je vivrai cela. Si je ne peux pas courir encore, bah là, ça fait vraiment mal parce que plaisir à 80 ans, c'est courir, 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 courir. L'actualité sur le plan, nous revenons à la Coupe du Monde et surtout aux hommes qui seront les vedettes, les stars de la Coupe du Monde, coach et joueurs. Scaloni, le Real, comme vous le savez, a fait 2 saisons de suite désastreuses. Real sous point pas gagné rien puisqu'il est devancé en championnat. Vraisemblablement, c'est le Barça qui sera champion. Mais le Real maintenant pense à chercher à renouveler les cadres, non seulement les entraîneurs, le cadre technique, mais également à chercher de nouveaux joueurs. Et là, Real, pas gain, le président dit, pas gain limite l'argent, nous besoin pour nous remonter, nous pas qu'à faire deux bagages. D'ailleurs, semaine ça, ils te font réunion à joueurs, ils parlaient du avec eux. Ce n'est pas le Real, ce n'est pas le comportement d'un joueur du Real. Je n'apprécie pas car le Real fait tous les efforts pour que vous soyez en forme. Nous pas tolérer que nous fait 2 saisons ensuite, nous pas entraîner. Et tout cas, Real a cherché, il a cité en pile non entraîneur, il a cité en pile, mais il pas contre ce qui est Real a fini. Mais que ce soit moun récemment Real te gagné, apparemment, il a pas en course la saison prochaine. On annonce que Scaloni, l'entraîneur argentin, pourrait bien être l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Après une saison très blanche, le Real Madrid pense déjà aux prochaines saisons, pense déjà donc à ce que le Real sera d'ici demain. L'avenir d'Alvaro Arbeloa sur le banc des Madrilènes est plus qu'incertain et les noms se multiplient pour lui succéder dès cet été pour devenir entraîneur donc, du Real. Selon Cope, la radio espagnole, il a dévoilé un nouveau nom, celui de Lionel Scaloni, actuel entraîneur de l'Argentine, qui aurait été contacté par le Real Madrid pour prendre la suite et la nouvelle saison sur le banc après Coupe du Monde. Est-ce que Scaloni est déjà champion du monde? S'il a le champion du monde, est-ce que la répond à Real là, bien que s'il a l'entraîné Real, Kobli multiplié par 8, 9 ou 10, en tout cas, on suit de près. Et Scaloni va probablement tout faire pour faire une grande saison et pour faire donc une grande Coupe du Monde, une belle Coupe du Monde, et ainsi pouvoir recevoir, et puis misère finie pour vous, ou grand nègre pour la vie, lorsqu'on entraîne Real. Depuis plusieurs semaines, une petite liste a circulé dans les cercles proches du Real. On parle de Jürgen Klopp, on parle également de Didier Deschamps, qui dit que il n'a pas souhaité aller dans l'équipe comme ça. Et c'est des radios en France qui annoncent lui. Et parmi les profils évoqués, nous disons qu'il y a Jürgen Klopp, il y a Didier Deschamps et même il y a Scaloni. Et on parle également de Didier Deschamps, qui lui-même, tout paraît-il, pas souhaité à prendre pression que Real. En tout cas, de plus en plus de voix disent que d'infos veulent confirmer que Scaloni pourrait prendre en main le Real Madrid après la Coupe du Monde. Mais c'est une nouvelle piste et non des moindres qui vient d'être révélée. Selon une émission Partidazo de Cope, la célèbre radio espagnole, le Real Madrid aurait pris contact avec Lionel Scaloni pour lui proposer le poste d'entraîneur la saison prochaine. Le technicien argentin, tenant du titre mondial avec sa sélection, la sélection albiceleste, l'Argentine, s'apprête à remettre son titre en jeu début juin lors de la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il serait donc potentiellement disponible à l'issue de la Coupe du Monde pour prendre en charge le Real Madrid et décider donc que misère finit pour lui car Real pas de limite l'un a fait cob. En tout cas, nous pas connaître. Nous suivons Scaloni, espérons qu'il fasse une bonne Coupe du Monde et que Ligue moyen, Ligue signe un gros contrat pour étirer Real qui a des supporters par millions dans le monde entier, et bien pour Real capable de réussir. Et puis, Neymar ira ou n'ira pas à la Coupe du Monde, la question est toujours d'actualité. Vous songez, le Brésil jouait 2 matchs fin mars là
l'entrée FIFA et yo pas trélé Neymar, entraîneur et Brésil là déclaré que pas de problème technique avec elle, même un problème pour la 100%, ce que le pas arrivé à 100%. Donc c'est peut-être ça ne parle. Mais s'il est 100%, mais qui monde qui peut l'évaluer à 100%, qui monde qui peut regarder, Ancelotti dit il y a monde qui veille pour lui, il y a monde qui regarder pour lui, l'a suivre de près Neymar. En tout cas, Neymar commence à énerver, et fanatiques commençaient à jouer, à parler en pile dans les oreilles, parce que apparemment club li Santos pas marché très bien. En tout cas, Neymar décide de répondre fanatique à bal pression yo. Il dit carrément et pas même gen les ka gratter les oreilles moi nous pas quitter me vivre. Neymar semble ne plus supporter les critiques à son encontre. Dimanche avant-hier, le Brésilien a quitté le terrain après la défaite de son équipe avec les doigts dans les oreilles. Apparemment, ce geste est interprété par les supporters comme un refus d'entendre les huées du public. Ils mettaient doigts dans les oreilles, en pile monde pensait que son moyen pour Neymar dit pas tant de nous pas occuper. Une interprétation cependant que Neymar a vivement démenti. Neymar avait un message à faire passer à ses détracteurs dimanche en effet après sa défaite de Santos à domicile et bien face à Fluminense par 3-2. L'ancienne vedette du Paris Saint-Germain a été aperçue quittant le terrain sous les sifflets des supporters avec les doigts dans les oreilles. Une sortie qui n'a pas manqué de faire parler, les supporters estimant que Neymar se couvrait les oreilles pour ne pas entendre les cris et les huées du public. Le Brésilien a alors décidé de répondre à ces critiques sur son compte X. Le moment est venu où je dois expliquer pourquoi je me suis gratté les oreilles. Sérieusement, les amis, vous en faites trop. Vous dépassez les bornes. C'est vraiment triste de devoir gérer ça. Aucun être humain ne peut supporter ce que vous me faites. Je me suis donné pour ce club. J'ai tout donné au football. J'ai fait tout ce qui était possible, même pas qu'à briver, pour m'empêcher de vivre qu'on y a. Aucun être humain ne peut supporter ça, a dit Neymar. Je ne peux même plus, gardons histoire, je ne peux même plus me gratter l'oreille maintenant. Ça veut dire. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Selon un journal espagnol, l'ancien meneur de jeu du Brésil se serait montré encore plus virulent, plus tchac sous un poste d'une télévision TNT Sport. Sur X, suite à la défaite de Santos, le média avait publié 2 photos de Neymar, les doigts dans les oreilles avec la légende. Neymar n'a plus voulu entendre les protestations des supporters. Dans un tweet, depuis qu'il a supprimé, l'ancien joueur de Barcelone, Neymar, aurait répondu « Je me touchais l'oreille, quelle connerie! Je ne peux même plus me toucher, me gratter l'oreille. Va te faire, sous ma modé, mais si je n'ai pas le droit, gratter les oreilles. » En tout cas, en pile par en pile. C'est la deuxième fois d'ailleurs en une semaine que Neymar s'en prend à des supporters de Santos. Le 15 avril, la vedette brésilienne de 34 ans s'était embrouillée avec un fanatique à l'issue d'un match 1-1 entre Santos et l'équipe paraguayenne de Recoleta en Copa Sudamérica. Neymar avait été pris à partie par un supporter de Santos, le reprochant de ne pas avoir donné son maximum sur le terrain, malgré un but inscrit dès la 4e minute. Tu devrais t'entraîner plus, espèce de gros, avait été lancé par un supporter à la direction de Neymar, et qui n'avait pas hésité à répliquer « Je dois tout faire moi-même, ferme ta gueule, bordel », avait-il fustigé en se dirigeant vers les tribunes. En zone de presse, il avait même indiqué aux journalistes refuser d'être traité de cette façon. J'ai tout donné au football, je n'ai pas de vie depuis des années et je n'accepte pas, sinon, Neymar espère faire partie du voyage pour la Coupe du Monde avec l'équipe du Brésil, mais plombé par des blessures à répétition, il n'a toujours pas été appelé en équipe nationale depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur. Sa participation au Mondial 2025 est même devenue une affaire d'État. Mercredi dernier, demain sera 8 jours, le président Lula avait révélé s'être entretenu avec le technicien italien
Ancelotti a dévoilé le 18 mai, donc dans quelques jours, dans 3 semaines, la liste des 26 Brésiliens qui disputeront la compétition. Affaire à suivre. D'autre part, Neymar espère faire partie du voyage pour la Coupe du Monde, mais plombé par des blessures à répétition, il n'a toujours pas été appelé en équipe nationale depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti. Sa participation au Mondial 2026 est même devenue une affaire d'État puisque mercredi, le président Lula avait révélé s'être entretenu avec l'entraîneur italien de l'équipe du Brésil, Ancelotti, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit publier sa liste le 18 mai prochain. D'autre part, capable pas souffrir, tout le monde a parlé de nous besoin de stade, nous besoin de terrain de puis d'ocalé encore, puisque on pas entretenu depuis des années. Yo pas bagay. Haïti a pas appelé de tous ces vœux, dans un pile monde dit après l'organiser stade, moi un pile bagay sous internet que Haïti pral kon stade, yo pral faire stade, FIFA pral bay stade, Intel pral bay stade. En tout cas, nous toujours là, m'espérer tonton Noël a porté stade ça pour nous cette année. En tout cas, Parc des Princes capable pas souffrir. Vous connaissez, il y a un stade de France qui est devenu le stade d'accueil des matchs de la sélection française, mais à Paris, il y avait également, peu après fondation de Paris Saint-Germain, il y avait également le Parc des Princes. Son plaisir d'assister au match Parc des Princes. Eh bien, apparemment, le maire de Paris, un nouveau magistrat nommé, qui est élu, Emmanuel Grégoire, il est optimiste et il y a 20 parcs des Princes. Et semble-t-il, c'est Qatari. Mon Qatar est tellement riche, achète un paquet de zones dans Paris. Hôtel, plage, quartier, même entier acheté. Eh bien, il y a qui voulaient acheter ce stade-là pour Paris Saint-Germain. Le dossier était à l'ordre du jour, mais il n'est pas fait. Il était un patrimoine, il n'y a pas besoin d'une organisation étrangère. Mais un nouveau magistrat qui s'appelle Emmanuel Grégoire, il est un haïtien, a confirmé dans un journal sur Radio Monte Carlo que les négociations étaient en cours pour la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. D'après lui, il y a 99,9% de chances de voir le club parisien rester dans son enceinte historique. Il est vrai, l'idée qui a été lancée lorsque les négociations n'avaient pas abouti la première fois, l'idée avait été lancée pour Paris Saint-Germain construire stade propre à Paris parce que le besoin est quelqu'un. Mais Qatario qui se mettent mon Qatario qui se mettent Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème. Mais nouveau magistrat Emmanuel Grégoire dit les besoins de ce stade-là et avec l'argent, il va le construire en pile terrain dans plusieurs quartiers à Paris pour tout le monde qui fait sport pour développer le sport de masse. Donc le club parisien veut rester dans son enceinte et maire de Paris a donc les besoins de vendre Paris Saint-Germain. Bientôt la fin du feuilleton, Paris Saint-Germain, stade de Parc des Princes. Le dossier en tout cas en bonne voie, d'après le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, élu il y a quelques semaines. Je dirais qu'il y a 99% de chances que le Paris Saint-Germain reste et achète le Parc des Princes. Et dans un journal, il a même déclaré, le maire, sur Radio Monte Carlo, la RMC, je ne vendrai pas à n'importe quelle condition. Je pense que les propriétaires du Paris Saint-Germain n'achèteront pas à n'importe quelle condition, a toutefois précisé le nouveau maire de Paris. Sans révéler les éléments clés, Emmanuel Grégoire s'est exprimé sur les négociations en cours pour que Paris Saint-Germain achète le Stade de France. On a d'abord établi le dialogue. Je ne vais pas vous dire comment se passent les discussions dans le détail, par courtoisie et respect pour l'actionnaire. Je veux simplement faire passer un message de confiance. On est reparti sur des bases très solides et discussions. Ça vaut entre le Stade Parc des Princes vaut entre 0 et 1 milliard d'euros. Ça veut dire pas de limite dans l'argent qui a payé. Donc, la mairie de Paris, espérons bonne volonté de dirigeants et Paris Saint-Germain espérer que la stade ça, au lieu de l'engager dans la construction stade, parce que Qatario est prêt à déposer un pile d'argent, à investir beaucoup d'argent pour construire un autre stade à Paris.
Comme lors de sa campagne municipale, le maire milite clairement pour une vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain, ce que demande le club depuis longtemps. Est-ce est-ce qu'on parle sur une vente? Reconnaît-il? C'est une option que j'ai souhaité mettre sur la table. J'ai voulu saisir le Conseil de Paris dès le début de mon mandat de façon à rassurer l'actionnaire. Ce n'est pas une décision qui relève du maire seul. Il faut à la fois que moi, je suis d'accord, que je puisse être validé par le ministère de l'Économie et des Finances. Et la troisième condition, c'est que le Conseil de Paris donne son aval, ce qu'il en a, qui en partie fait en autorisant la reprise du dialogue. En revanche, le maire de Paris n'a rien voulu dire sur le prix de vente du Parc des Princes. Ça vaut entre 0 et 1 milliard d'euros. Le Parc des Princes, c'est une emprise, c'est une surface. Si on le détruisait et le transformait en programme immobilier, ça vaudrait 1 milliard d'euros. Alors évidemment, on ne va pas vendre à n'importe quelle condition et on va mettre des prescriptions, des conditions. Quoi qu'il arrive, dans l'avenir, ça devait rester un stade de football pour le Paris Saint-Germain. Ça sécurise l'avenir du Parc des Princes dans sa destination sportive, mais ça fait perdre de la valeur. C'est tout l'objet des discussions. La ville de Paris, avec cette vente, compte notamment réinvestir dans le sport de tous les jours, dans le sport amateur. J'ai intérêt à vendre le plus cher possible dans l'intérêt de ce que je veux faire, a déclaré le maire. Financer le sport amateur, créer des équipements sportifs, rénover, créer en pile terrain, en pile installation pour jeunes faire sport. Et puis, on parle de plus en plus de lui. Lamine Yamal, comme vous le savez, est blessé pour le reste de la saison. Apparemment, ça ne compromet pas sa participation à la Coupe du Monde aux États-Unis, et au Mexique et au Canada. Mais de toute façon, et les Allemands ne sont pas contents. Ancien sélectionneur de l'Allemagne, champion du monde en 1990, Jürgen Klinsmann a dressé un constat sur la crise du football italien, passé par l'Inter et la Sampdoria. Son constat évoque un manque en termes de management au sein du pays. Ancien sélectionneur de l'Allemagne, champion du monde en 1990, Jürgen Klinsmann a dressé un constat sur la crise du football italien, passé par l'Inter et la Sampdoria. Son constat évoque un manquement en termes de management au sein du pays. Afin d'illustrer son point de vue, Klinsmann a sorti une comparaison cinglante. En Italie, Yamal et Musiala seraient probablement envoyés en série B pour acquérir de l'expérience, une mise en perspective avec la tendance transalpine observable où peu de jeunes joueurs ont leur chance de jouer dans une équipe de première division italienne. Ils n'ont pas fait confiance, ils n'ont pas poussé jeunes. Attaché au pays dans lequel il a évolué en tant que joueur, à l'Inter et à la Sampdoria, eh bien, Klinsmann révèle avoir été très touché lors de l'élimination de la sélection italienne face à la Bosnie-Herzégovine en barrage éliminatoire de ce mondial 2026. J'ai énormément souffert avec mes amis italiens à Los Angeles. La nuit suivante, j'ai même eu du mal à dormir après l'élimination de l'Italie. Jürgen Klinsmann, sans filtre, alors que l'Italie est plus que jamais plongée dans une crise footballistique majeure avec son troisième échec consécutif à se qualifier en Coupe du Monde. Eh bien, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne, Klinsmann, dresse son bilan selon le champion du monde 1990. Les Italiens devraient davantage compter sur leur talent en devenir sur leurs jeunes joueurs au lieu de chitap marché acheter jouer, qui tout fait jeune talent la caillou, pas quitter au PC. L'Italie paie le prix d'un manque de leaders, d'un manque de joueurs capables d'affronter leurs adversaires en un contre un et de manque de confiance avec leurs jeunes joueurs dans les propos que le signalait sur télévision italienne. Afin d'illustrer son point de vue, Klinsmann a sorti une comparaison cinglante. En Italie, Yamal et Musiala, vedettes en Espagne, seraient probablement envoyés en série B pour acquérir de l'expérience. Une mise en perspective avec la tendance transalpine est observable. Alors qu'en Espagne, malgré 17 ans, ils ont gagné, ils ont fait confiance et voilà qui jouait au Vini. En Italie, ils n'ont pas de jeune joueur, pas de balle chancelier, ils ont préféré voir là jouer
dans la catégorie d'en bas. Attaché au pays dans lequel il a évolué en tant que joueur, le technicien allemand révèle un été très touché lors de l'animation de la Squadra Azzurra. J'ai énormément souffert avec mes amis italiens à Los Angeles la nuit suivant le match perdu contre la Bosnie. J'ai eu du mal même à dormir et pas connaître qui côté italien. Au-delà des joueurs, Jürgen Klinsmann a également souligné les dérives tactiques. Nombre d'entraîneurs en Italie privilégiés encore l'objectif de ne pas perdre plutôt que celui de gagner à tout prix. Et voilà le résultat. Bien que les Bleus ne voient pas l'Italie cet été aux États-Unis, leurs chemins se croiseront cet automne à l'occasion de la Ligue des Nations. En tout cas, voilà donc Italie a un problème, Italien, l'Italie pas là, mais il y a un pile entraîneur Italie cap là, et c'est ça qui peut être une petite satisfaction pour les gens italiens. Éliminer en barrage la qualification par la Bosnie, eh bien, l'Italie sera tout de même représentée la Coupe du Monde aux États-Unis avec 3 sélectionneurs nationaux, mais à diriger sélection l'autre pays. La France, elle est des nombres. La France a 6 entraîneurs qui ont dirigé l'équipe. Pas sûr que cela suffise à consoler les Italiens, absente de la Coupe du Monde pour la 3e fois d'affilée après son élimination en Bosnie. L'Italie sera tout de même légèrement représentée dans le championnat du monde qui va se jouer cet été grâce à 3 entraîneurs, 3 sélectionneurs. Italiens ont gagné le premier entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a entraîné le Brésil. Il y a l'autre qui est Vincenzo Montella, qui a entraîné la Turquie. Et surtout Fabio Cannavaro, qui a entraîné l'Ouzbékistan. Ces 3 entraîneurs vont diriger des matchs au mondial en juin et en juillet prochain. Même si le pays n'est pas là, ils regrettent ça, mais il n'y a pas de problème. Et puis, Ancelotti et Cannavaro, capitaine lors du dernier match à élimination directe joué par l'Italie au mondial en 2006, ils étaient déjà assurés de leur présence depuis plusieurs mois. Et c'est après avoir pris les rênes de leur sélection respective après leur qualification pour le mondial. Montella, ancien entraîneur de la Fiorentina ou de l'AC Milan, a de son côté amené la Turquie à la Coupe du Monde 24 ans après sa dernière participation et une belle médaille de bronze en Corée et au Japon grâce à une victoire au Kosovo mardi dernier. Avec ces 3 représentants, le contingent italien de coach sera l'un des plus nombreux à la Coupe du Monde. Seules 3 nations comptent en effet plus de sélectionneurs engagés au mondial. L'Espagne en dénombre 4 avec Luis de la Fuente qui va entraîner l'Espagne, Roberto Martinez qui va entraîner le Portugal, Thomas Christiansen qui entraîne le Panama et Julian Lopetegui qui entraîne le Qatar. Alors que l'Argentine compte 6 entraîneurs qui vont diriger des équipes pendant la Coupe du Monde. Il y aura Lionel Scaloni, donc, qui va diriger l'Argentine, Marcelo Bielsa qui va diriger Uruguay, Mauricio Pochettino, qui a dirigé l'équipe états-unienne, et Gustavo Alfaro, qui a dirigé l'équipe Paraguay. Sans compter Nestor Lorenzo de la Colombie et Sébastien Becasseche en Équateur. À noter, ex aequo avec les Argentins, les Français ont aussi 6 entraîneurs qui vont diriger des équipes pendant la Coupe du Monde pour l'instant, grâce à la victoire de la République démocratique contre la Jamaïque en barrage. Et bien, il y a d'autres entraîneurs. Sébastien Desabré a rejoint un contingent qui devrait quitter dans le même temps. L'entraîneur de l'Arabie Saoudite avec Hervé Renard, dont le départ était attendu prochainement et qui semble il y a consolidé son poste. Hervé Renard, donc, a dirigé à Bilpapla. Les autres techniciens français qualifiés sont Rudy Garcia, qui va entraîner la Belgique, Sabri Lamouchi, qui va entraîner la Tunisie, Sébastien Minier, qui va entraîner Haïti, et bien sûr Didier Deschamps, qui va entraîner la France. En tout cas, nous parlons et puis, nouvelle pas bonne, le Brésil, les semaines se suivent, et les mauvaises nouvelles également, des mauvaises nouvelles arrivent presque chaque semaine.
Après, donc, comme vous le savez, les nombreux joueurs brésiliens qui se sont blessés, qui ne joueront pas la Coupe du Monde. Depuis la fin de la semaine, le Brésil est assuré va devoir travailler pour trouver un remplaçant à Militao. Finalement, Militao a consulté un spécialiste en Finlande pour avoir un avis définitif. Le verdict de médecin est formel. Une blessure sérieuse avec risque de rupture totale du tendon qui a donc forcé le joueur à accepter l'opération. À 28 ans, donc Militao, le Brésilien, déjà freiné par 9 blessures et plus de 600 jours d'absence, il voit son rêve de mondial s'envoler et vise désormais la vive Coupe du Monde en télévision. La FIFA va alléger, l'autre point concernant l'actualité de la Coupe du Monde, la FIFA va alléger la règle sur l'accumulation des cartons jaunes pour la Coupe du Monde. En effet, selon BBC Sport, la FIFA devrait faire évoluer son règlement transformer son règlement sur l'amnistie de cartons jaunes pour la Coupe du Monde, les effaçant après la phase de groupe, en plus de les retirer à l'issue des quarts de finale. Donc, si vous avez gagné un carton jaune, eh bien, l'on passe la huitième de finale, puis en quart de finale, il y a éliminé au net. D'après BBC Sport, la FIFA devrait ajouter une deuxième phase d'amnistie lors de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra donc aux États-Unis, annulant tous les cartons jaunes accumulés par des joueurs après la première phase, en plus de les effacer complètement après les quarts de finale. Selon les règles actuelles, un joueur qui reçoit 2 cartons jaunes lors de 2 matchs différents est automatiquement suspendu pour le match suivant. Actuellement, les compteurs ne sont remis à zéro qu'une seule fois à l'issue des quarts de finale pour éviter qu'un joueur manque la finale à cause d'un carton jaune reçu en demi-finale. D'autre part, avec l'élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes, un tour supplémentaire a été ajouté avec des 16e de finale. Ainsi, sans modification du règlement, la FIFA craint que de nombreux joueurs ne se retrouvent dans une situation délicate en disputant 6 matchs jusqu'au quart de finale et risque ainsi de manquer une demi-finale. Et c'est ce qu'a précisé un journal. Avec cette nouvelle règle, un joueur sera désormais suspendu s'il est sanctionné d'un carton jaune lors de 2 des 3 matchs de la phase de groupe ou bien s'il en reçoit 2 lors des 3 premiers tours à élimination directe. Ce changement devrait être adopté lors du prochain congrès de la FIFA est en son congrès jeudi à Vancouver. À 1 mois et demi du coup d'envoi de la compétition, beaucoup de choses vont donc changer. Et puis, certainement, nous vous remercions d'avoir été des nôtres à l'écoute. Demain, on sera encore au rendez-vous et on continuera de parler aussi bien des compétitions qui terminent, des compétitions qui se terminent, la fin de sa saison approche et les clubs, les équipes, celles qui sont concernées par la Coupe du Monde vont devoir se mettre au travail. Et puis, pourquoi pas, on continuera à parler de l'actualité de la Coupe du Monde en ayant un œil sur le match qui opposera demain et dans le cadre de la deuxième demi-finale entre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Simeone contre cette équipe de l'Arsenal. On verra bien ce qui se passera, mais la majorité des observateurs dans le pronostic croient que le vainqueur de la Coupe d'Europe cette année pourrait être soit les Allemands du Bayern de Munich, soit les Français du Paris Saint-Germain. On te verra plus demain encore. On vous parlera, on suivra de près cette demi-finale entre l'Atlético de Madrid et bien sûr Atlético de Madrid et Arsenal pour une place en finale de la Ligue des Champions qui reste la compétition majeure puisque dans presque tous les pays champions connus, en Allemagne c'est encore le Bayern et puis on verra bien. De toute façon, soyez des nôtres demain soir, on reviendra encore avec des infos concernant l'actualité et particulièrement la situation des équipes à l'approche de la Coupe du Monde. Et pourquoi pas, si nous sommes obligés par une nouvelle, vieille nouvelle pour nous, blessés.
chaque semaine, nous gagnons particulièrement les équipes qui sont en vue ou les joueurs qui sont attendus, probablement ils sont saisis de malédiction. Mais c'est toujours comme ça, à la veille de Coupe du Monde, il y a des joueurs, il y a des équipes importantes qui perdu des joueurs et ça a handicapé l'équipe là pendant toute compétition. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Passez une bonne nuit de mardi. On se retrouve demain sur Galaxy pour une émission du même genre.